La Loire est le fil conducteur d'un voyage qui va nous faire parcourir plus de 1000 kilomètres en 2 étapes, du Massif central à l'océan Atlantique. Dernier grand fleuve sauvage, le plus long aussi. Il marque la frontière symbolique entre le nord et le sud de la France. C'est ici, dans ce beau paysage de montagne, que la Loire prend sa source, à 1551 mètres d'altitude, au pied du mont Gerbier-le-Jon dans le Massif central. Le cours de la Loire, dernier fleuve sauvage d'Europe, commence comme une énigme avec 3 sources au lieu d'une seule. Laquelle est la vraie, peu importe finalement. Elles sont toutes alimentées par la même nappe phréatique sous le mont Gerbier-le-Jon. Sur le terrain, les 3 sources créent de la concurrence et la curiosité des touristes. Ils sont plus de 500 000 chaque année à faire l'ascension au mont Gerbier-le-Jon pour voir jaillir la source de la Loire, grand fleuve chargé d'histoire. Lui, c'est Éric Maréchal, le patron de la ferme de la Loire où jaillit l'une des sources. Une fois par semaine, dans sa boutique, il propose aux touristes un pain artisanal qu'il s'enorgueillit de faire lui-même avec l'eau de la source. On travaille plutôt le vin avec un pain vraiment qui est naturel et puis qui bénéficie du caractère de cette eau magique qui est l'eau de la source de la Loire. Lui, c'est Roberto Eplé, un voisin qui vient chercher son eau et son pain tous les dimanches. Écoute, c'est au kilo, là. Hein. Allez. Voilà, Roberto. Merci. Je te remercie. Oublie pas ton nom. À la prochaine, tu parles. Roberto est suisse. Il s'est installé en Haute-Loire par passion pour le fleuve, il y a une 20aine d'années. De la source à l'embouchure du fleuve, nous irons à la rencontre des Ligériens, qui, comme Roberto, habitent les bords de la Loire. Ils nous feront découvrir eux-mêmes les innombrables richesses de leur région. Jean-Marie Marcon est éleveur à Sainte-Eulalie, le premier village sur la route de la Loire naissante. Ses 130 vaches paissent tout l'été sur les pentes du Mont Foll. Dans ces montagnes, l'élevage est une tradition ancestrale. Il est pratiqué depuis des siècles de la façon la plus simple et avec la matière première la plus naturelle qui soit, l'herbe. Mais pas n'importe quelle herbe. Ce parc est autour de 260 d'altitude et on a une flore qui est très riche, avec beaucoup de légumineuses et beaucoup de graminées. Et on a une spécificité qui ne se trouve pas de partout, c'est ce que nous on appelle la cistre. C'est du fenouil des Alpes. On a fait faire des études sensorielles et on arrive à retrouver le goût dans la viande, dans le gras de la viande. Ce bon goût de la viande est officiellement consacré depuis 2006 par un label AOC, baptisé Fin Gras du Mézin. Roberto Eplé est président de SOS Loire Vivante. Ce militant écologiste se bat depuis des années pour la protection des eaux de la Loire. Depuis que je travaille sur la Loire et son bassin, je remarque quelque chose d'intéressant, c'est que rarement j'ai vu un fleuve il y a une symbiose si forte entre les hommes et leur fleuve. C'est très très intense. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien qu'on appelle les habitants qui habitent le long de la Loire des Ligériens. Il n'y a pas un autre fleuve ou un nom pour les citoyens qui y habitent. Alors je constate ici vraiment une relation très forte entre l'homme et le fleuve, et ça c'est peut-être une des choses qui me fascine, mis à part du fait que c'est le dernier fleuve sauvage de l'Europe. Dans son combat pour protéger la Loire, Roberto a créé des liens à travers toute l'Europe. C'est ça qui arrive, j'attendais vraiment pas de visite. C'est Christina? C'est Christina, ah ben oui. super, mais ça c'est super de te revoir, salut. Il va y avoir 15 ans ou 20 ans quand on t'a fondé la Loire, c'est ça? Eh oui. Et maintenant? Je reviens avec Stéphane. Ah bonjour. Allez, prenez place. Tu vois, maintenant j'ai une maison, tu vois. T'as vu hein? C'est pas le camion à l'époque. Tu vois, super. on voit directement la Loire. C'est là-bas où il y avait le barrage qui aurait dû se faire. Qui aurait dû se faire. On l'a pas fait. Eh oui. On retrouve Roberto partout où les fleuves sont menacés. Car, dit-il, l'eau est une ressource essentielle, il faut la protéger. Et c'est l'affaire de tous. Roberto Eplé est suisse, Christina allemande. L'écologie n'a pas de frontières.
Hein? Vous voulez goûter? Voilà. On a fait la photo de notre faire-part de mariage sur le Mont Gerbier-les-Gens. Bah, c'est un peu avec la Loire qu'on s'est connus. Hein. C'est la Loire qui vous a finalement... Hein? Ben voilà. Il a fait les 2 enfants. Voilà le résultat. Des enfants de la Loire. Ligérien. Die Besetzung hat 89 angefangen, und zwar ein paar Wochen vor der großen Demo am 1. Mai, die internationale. C'était dans les années 88 le début d'une très grande vague d'enthousiasme des gens pour la Loire et de la défendre contre des aménagements lourds qui étaient prévus. Il était prévu de faire un grand nombre de grands barrages sur l'ensemble du bassin de la Loire qui auraient détruit la Loire telle qu'on la connaît. Alors, il y a eu des grandes manifestations, il y a eu des occupations de sites où devait se faire le premier de toute cette série de barrages. Et c'était ici à Serre-de-la-Phare. Et puis, nous sommes connus à cette occasion-là parce que la grande manif internationale, il y avait beaucoup des amis de l'Allemagne qui sont venus. Et ça a duré quand même 6 ans, hein, 5-6 ans, jusqu'en 94, quand on a eu, on peut dire, une victoire quasi totale. Hein. Ils ont arrêté tous les projets de barrage. C'est comme ça qu'on a mené cette action-là. Le fleuve, le haut, les rivières sont le domaine d'excellence de Steve Collin. Amoureux de la nature, il passe une partie de sa vie les pieds dans l'eau. Steve est moniteur et guide de pêche professionnel en Haute-Loire, une terre où ne coule pas moins de 700 rivières. Mais s'il a un faible pour la pêche à la mouche, il pratique et enseigne toutes les techniques, dont la pêche aux appâts naturels, un de ses grands talents. On le croit volontiers quand il prétend que le paradis des pêcheurs pourrait bien se trouver ici, au milieu des paysages grandioses et sauvages de l'Auvergne. Bâti sur un piton volcanique, le château d'Arlandes, construit entre le XIIe et le XIVe siècle, domine les superbes gorges de la Loire sauvage. Pas très loin de là, dans la région du Puy-en-Velay, les lentilles se récoltent entre le 20 juillet et le 15 septembre. Au début du siècle dernier, on semait les lentilles à la main, on les récoltait à la pioche et on les battait au fléau, comme il y a 2000 ans. On prétend en effet que la lentille verte se cultive en Haute-Loire depuis le début de notre ère. Aujourd'hui, ce sont les machines qui font l'essentiel du travail, ce qui n'empêche pas la lentille verte du Puy d'avoir acquis ses lettres de noblesse. Depuis 1996, elle est devenue le premier légume sec AOC, un label qui reconnaît ses qualités spécifiques. Des qualités dont Robert Chouvier, président du groupement des producteurs de lentilles, est très fier. Ah, la lentille, c'est une plante méditerranéenne. Elle a besoin de beaucoup de soleil, pas trop d'eau. En juillet-août, nous avons un déficit hydrique tellement important qui fait que la lentille, la plante ne peut pas finir son grain normalement, elle se dessèche en cours de végétation et c'est pour ça qu'elle a une écorce fine et une amande non farineuse. Robert Chouvier aime mettre lui-même sa production de lentilles en sachets. Des sachets à l'ancienne, réalisés sur le modèle de sacs de 100 kilos des agriculteurs de jadis. C'est à celui qui faisait le plus joli nœud. Il y avait des concours pour désigner le gagnant. Pour Robert Chouvier, le secret de la lentille est à chercher dans le terrain volcanique et le microclimat du terroir. Ce sont eux qui donnent toutes ces qualités gustatives à la lentille verte du Puy. Éric Tournaire ne le démentira pas. Dans son restaurant gastronomique du Puy-en-Velay, la lentille verte est bien entendu au menu. Et la base de la cuisson, c'est toujours la même. Garniture aromatique, cuite dans de l'eau qu'il ne faut pas saler. On les sale en fin de cuisson, 5 minutes avant la fin de la cuisson. Voilà. Les lentilles ont cuit 20 minutes. Nous les avons égouttées, rincées. Et ensuite, nous allons les apprêter maintenant pour la garniture agneau. Donc nous allons les mouiller avec un jus d'agneau et que nous allons les faire chauffer dans le jus et compoter 4-5 minutes. En entrée avec un poisson ou une viande chaude ou froide, la lentille verte du Puy se déguste tout au long de l'année. Voilà, donc on met le carré d'agneau sur les lentilles.
une petite tomate confite pour faire un petit peu de couleur. On positionne, on met le jus. L'agneau noir du Velay, les lentilles et tous ces bons produits du terroir se vendent au détail au marché du Puy. Un marché convivial qui met l'eau à la bouche. On y trouve des produits frais en provenance directe des fermes voisines. Du fromage du Cantal, des légumes bio, de la volaille nourrie au grain. On y retrouve aussi ses amis, et ce n'est pas le moindre charme. Le Puy-en-Velay est la première grande ville que traverse la Loire. Perché sur des pitons volcaniques, c'est une ville où on ne cesse de monter et de descendre. Dans la légende, c'est en mars 1407 que la dentelle au fuseau aurait pris naissance au Puy-en-Velay. Une jeune brodeuse l'aurait inventée alors qu'elle cherchait à réaliser un ouvrage pour décorer le manteau de la Vierge. Ainsi naquit la fameuse dentelle du Puy, une dentelle réalisée au fuseau, qui fut jusqu'au XIXe siècle un métier d'appoint pour les femmes des campagnes voisines. Contrairement à la broderie, la fabrication de la dentelle du Puy nécessite un matériel spécifique qui se compose d'un métier ou carreau, de fuseaux, d'épingles, de cartons, de fils. Au centre d'enseignement de la dentelle au fuseau, la dentelière Nathalie Hubert est de celles qui maintiennent vivante la tradition et transmettent volontiers leur savoir-faire aux nouvelles générations. En partant de rien, on fait quelque chose de très beau. Et le plaisir de faire quelque chose avec ses doigts, qui sort de l'ordinaire, parce que c'est vrai que la dentelle, on l'enseigne, on en voit, les gens connaissent, mais ne savent pas que ça peut se faire très simplement. Il n'y a pas besoin d'avoir un niveau culturel très important ou d'être doué pour autre chose pour faire la dentelle. C'est rien que le plaisir. Le Puy-en-Velay est aussi le point de départ de la Via Podiensis, l'une des 4 grandes routes qui, dès le XIIe siècle, rejoignaient le sanctuaire espagnol de Saint-Jacques-de-Compostelle. Chaque année, de nombreux pèlerins continuent de partir du Puy pour un long parcours initiatique. Depuis décembre 1998, la cathédrale Notre-Dame du Puy, l'Hôtel-Dieu ainsi que 7 sections du chemin de Saint-Jacques sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec Chartres, le Puy est le plus ancien sanctuaire marial en France. La Vierge est célébrée tout au long de l'année avec un faste particulier. C'est la Vierge Noire. Elle est le symbole de l'important pèlerinage marial autour duquel la ville du Puy s'est constituée. Retour au silence de la nature. Retour à la Loire, qui trace allègrement son chemin dans des paysages somptueux. Le site est propice au tourisme vert, randonnée, VTT, escalade ou canoë, ski en hiver. De nombreux sentiers balisés sillonnent la campagne et les forêts du Mégale à l'est du Massif central. C'est un endroit idéal pour passer des vacances sportives en famille. Sur le plateau du Velay, le petit village de Blanyac est situé entre les premiers sommets volcaniques et la plaine de l'Emblavé. Emblavé signifie terre à blé. Et de blé, les champs en étaient couverts autrefois. C'était le grenier de la région. Issus d'anciens volcans aujourd'hui éteints, des rivières de pierre dévalent vers la plaine. Ces mêmes pierres se retrouvent sur le toit en lauze des habitations traditionnelles dans les villages. André Ramous est présidente de l'Association des Amis des Moulins de Blanyac.
C'est une association qui a racheté une ancienne propriété de meunier et qui s'est donné comme objectif de remettre en état de fonctionnement le moulin principal de la propriété et de valoriser le site des moulins de Blanyac, puisque nous sommes à Blanyac, un village de la commune de Rosières qui a connu au cours de son histoire 17 sites de moulins sur guère plus de 2 km de ruisseaux. Ces moulins ont la particularité de fonctionner avec des roues horizontales, ce qui nécessite une retenue d'eau en amont du moulin qui nous permet de travailler pendant 3 heures maximum. Au lendemain de la dernière guerre mondiale, 8 moulins tournaient encore à Blanyac. Les 2 derniers se sont arrêtés dans les années 1980. C'est pour conserver la mémoire de cette technique et de ce savoir-faire que l'association des Amis des Moulins de Blanyac s'est constituée. Elle a l'ambition de restaurer tout le site. Mais d'ores et déjà, grâce à elle, un moulin est à nouveau en état de marche et régulièrement ouvert au public. Au débouché des gorges de la Loire, à 5 km de Roanne, le barrage de Villeray a donné naissance à un immense lac artificiel. C'est le dernier grand barrage avant l'embouchure du fleuve à Saint-Nazaire. Construit dans les années 1980 pour prévenir les inondations et gérer le débit de la Loire, il alimente aussi une centrale électrique. À sa mise en service en 1982, la montée des eaux a complètement modifié le paysage. C'est un miracle si le château de la Roche forme aujourd'hui cet îlot sur le lac. Il s'en est fallu de peu pour que cette demeure, qui remonte au XIIIe siècle, soit engloutie sous les eaux. Avant la construction du barrage de Villeray, le château dominait les gorges. Ces photos en témoignent, il était encore perché sur un rocher dressé à 40 mètres au-dessus de la Loire, quand son dernier propriétaire, Émile Roustan, l'a acquis en 1900. Monsieur Roustan était un riche industriel de la région de Roanne. Il était imprimeur et auparavant il avait fait fortune au Cambodge. Le château de la Roche est le plus petit château de la Loire et c'est le premier qui est les pieds dans l'eau. Il devait être démoli pierre par pierre et noyé sous les eaux. Donc c'est en 1992 qu'une association, les Amis du Château de la Roche, a choisi de sauver ce bâtiment et ils se sont battus jusqu'en 1996, date de son ouverture au public. Anne-Cécile Villechenot, conservatrice du château, explique en quoi consistent les animations proposées au public. On y présente la façon de recevoir dans le temps au château de la Roche, donc du XIIIe siècle jusqu'à nos jours. Les guides sont des acteurs qui endossent le rôle des anciens personnages, donc des anciens propriétaires, monsieur et madame Roustan. François a beaucoup aimé se faire peindre les portraits. Les crues de la Loire, fleuves sauvages, sont réputés depuis fort longtemps. Le site attire 12 000 visiteurs chaque année qui découvrent avec bonheur ce beau château sauvé des eaux. Ce groupe de marcheurs s'est donné rendez-vous pour une randonnée au bord de la Loire. Le guide, c'est lui, Roger Pierre, dit Caillou. Bourbon-Lancy est le berceau de sa famille depuis des générations. Pour expliquer les bords de Loire, il n'a pas son pareil. On admire au passage cette cigogne noire très rare dans les parages. J'ai jamais vu ici, moi. L'objet de l'excursion ce jour-là est de voir in situ, du haut de cet observatoire, comment le cours de la Loire a évolué au fil du temps. C'est le beau temps qui va réunir. C'est toujours comme ça. Voilà. Donc,
Cette butte est ce qui reste d'une ancienne digue construite pour contenir les eaux de la Loire. Apparemment, d'après les arrière-grands-pères, nous ont expliqué que ça a été fait à la main ou avec les bœufs, avec des charrettes à bœufs, pelle et pioche. Et c'est ça que la Loire a emporté. Et maintenant, ça a tout érodé la partie basse du Grand Fleury. Alors c'est la ferme du Grand Fleury, où je suis né, où j'ai passé ma vie, et qui se trouve tout à fait en haut de la falaise, et au bord de la falaise surtout, à quelques mètres de la falaise maintenant. La Loire est réputée pour être un fleuve sauvage et capricieux, enclin à changer son cours. Avant, on a connu tout ça, que des prés, il y avait une vigne, un verger. Et maintenant, 40 hectares sont partis dans la Loire. C'est aux abords de Nevers que la transformation la plus spectaculaire de la Loire a lieu. Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour l'instant, nous nous attardons dans cette ville au charme discret de province. Sur la Butte, une colline dominant la Loire, se trouve le cœur de la vieille ville avec la cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Juliette, où se déclinent presque tous les styles du XIe au XVIe siècle. Le palais ducal, édifié à la fin du XVe siècle, fut la résidence des comtes puis des ducs du Nivernais. Profitons du sillage des canoës pour continuer notre voyage le long de la Loire. Quelques kilomètres plus bas, nous atteindrons le bec d'Allier, à l'endroit où la Loire, rejointe par son principal affluent, double de taille et prend la dimension du fleuve majestueux qu'elle ne va plus cesser d'être. Le bec d'Allier est un site grandiose. Les eaux des deux fleuves se mélangent et forment des paysages éphémères, faits d'innombrables îles, de bras d'eau et de bancs de sable. Les bancs de sable sont le territoire d'élection de Jean-Marc Benoît. Il est charpentier de marine et aussi l'un des derniers pêcheurs professionnels de cette région. Son métier en fait un fin connaisseur du fleuve. Et quand il parle de la Loire, c'est avec passion. La rivière, c'est une femme. Tout le temps en train de changer. Jamais pareil. Puis bon, il y a quand même une certaine complicité. Nous, on a quand même la chance de pratiquer un métier plusieurs fois millénaire sur le fleuve. Voilà, c'est prenant, quoi. On la vit au jour le jour, donc elle monte, elle descend, elle se colore, elle s'éclaircit. Elle est capricieuse des fois, mais bon, elle est tellement belle qu'on lui pardonne. Les gens avaient tourné le dos à la Loire, puis bon, pendant longtemps, ça a été une poubelle et un égout. Et là, bon, moi, depuis quelques années, il y a eu une prise de conscience par les collectivités. Là, on a une qualité d'eau qui est quand même jolie, puis bon, on vient d'avoir un coup d'eau, donc elle a encore un petit peu trouble. Mais jusqu'à des fois fin juillet, on a dans 2 mètres d'eau, on voit le fond. On prend ce qu'on appelle un rio, un petit bras là, qui dans 1 mois coulera plus du tout, on passera à pied. Mais voilà, on en profite un petit peu, quoi. On sort des sentiers battus. Ce pont qui enjambe le fleuve depuis le XVIe siècle donne accès à la Charité-sur-Loire, une ville qui eut un grand rôle dans la chrétienté. Construite autour d'un puissant monastère bénédictin en 1059, la Charité fut autrefois une étape réputée sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais au XVIe siècle, un incendie a ravagé la plus grande partie de la ville et marqué le début d'un déclin de plus de 400 ans. En 1998, l'église Notre-Dame a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. D'importants travaux de restauration ont été entrepris pour remettre en valeur une partie de l'ensemble monastique, à commencer par le jardin des Bénédictins et l'église Saint-Laurent. Depuis plus d'une dizaine d'années, la Charité s'est trouvée une nouvelle vocation. Devenue ville du livre en 2000, elle est un paradis pour les bibliophiles.
Ils viennent de toute l'Europe pour trouver leur bonheur auprès d'une quinzaine de libraires qui ont chacun leur spécialité. Et ils sont tous au rendez-vous de la fameuse foire aux livres anciens qui se tient tous les ans en juillet. Profitant du voisinage stimulant des libraires à la Charité-sur-Loire, des artisans imprimeurs, relieurs, calligraphes y ont installé leurs ateliers et animent régulièrement des stages. Comme Patricia Muller, ils gardent vivants les techniques et savoir-faire des métiers anciens du livre. Je suis calligraphe et enlumineur. On dit enlumineur, on ne dit pas enlumineuse. J'y tiens. Parce que quand on dit enlumineuse, on dit tout de suite un peu illuminé, mais je ne suis pas illuminée non plus. Je mets en lumière, puisque dans luminure, il y a le mot lumière. À la Charité-sur-Loire, on trouve aussi de bonnes tables, comme celle de l'auberge de la Poule Noire. Au fourneau s'active Alexandre Perrottet, patron du lieu. Ce jeune chef inventif a eu un coup de cœur pour la région et les produits des bords de Loire qui lui inspirent des associations inédites. Alors là, on va dresser la brochette de volaille avec une sauce au chocolat. Ce mélange de chocolat et de girolles fraîchement cueillis, associé à une brochette de poulet, sont un hommage de la région, nous explique Alexandre. L'auberge de la Poule Noire par rapport à la volaille, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez grandiose parce que moi j'ai repris le restaurant il y a à peu près 3 ans et quand on m'a dit dans le temps il y avait un marché de la volaille qui se trouvait sur la place juste derrière nous, on a dit il faut faire absolument un plat à base de volaille et l'idée nous est venue de faire une brochette servie en potence comme ça avec des arômes, des choses du coin et de la glace aux chèvres. Alors glace aux chèvres, donc on part sur une base de crottin de Chavignol de nos régions et après on travaille le produit avec un petit peu de lait, avec un petit peu de crème et puis avec un petit peu d'aromates à nous et on arrive à ressortir un produit explosif parce que la glace aux chèvres c'est un produit explosif. C'est ici, au cœur du Val-de-Loire, que se fabrique le fameux crottin de Chavignol, dont notre restaurateur fait des glaces. Tout près de Caunes-sur-Loire, dans cette campagne verdoyante, les terres font d'excellentes prairies pour les chèvres. André Mellet est éleveur et produit des crottins de Chavignol. Il faut savoir que ces délicieux fromages de chèvre sont fabriqués selon des procédés propres à cette région. Le fromage est fait à base de lait, de présure et de sel. C'est la base principale du fromage. Là, on vient d'y rajouter le sel. Le sel a 3 actions. Il a l'action déjà de tirer le petit lait vers l'extérieur pour pouvoir faire égoutter le fromage. Sa deuxième action, c'est bien sûr un exhausteur de goût, c'est-à-dire que ça renforce le goût du fromage. Et puis la troisième chose, il y a un champignon, le pénicillium. Le pénicillium, il commence déjà là et il a besoin d'une surface salée pour continuer de pousser. Ça va donner un beau champignon bleu, celui qui va faire la spécificité du crottin de Chavignol. Ce pénicillium-là, il est complètement naturel. Dans le Roquefort, on dit qu'il est fait à base du pain. Ici, c'est depuis des générations qu'on transmet ce pénicillium d'un fromage à l'autre. En faisant ça, j'ensemence ma fromagerie. Pour le goût du fromage, la Loire apporte son humidité. Alors, c'est important parce que vous voyez ce pénicillium-là qui vient très bien dans notre région, il a besoin d'humidité. Alors des fois c'est pas bon pour faire du foin d'humidité, mais pour faire le fromage, qu'est-ce qu'on a comme bon fromage? Et ici c'est facile à faire du fromage. Dans ces terres de vignes de bord de Loire qui ne sont pas des terres riches, la chèvre était un peu la vache du pauvre. On n'avait pas les moyens de s'acheter une grosse bête. On achetait, donc les gens avaient des petites bêtes, c'était des petites gens qui faisaient des petits fromages avec des petits revenus. Donc c'était vraiment le fromage, vous voyez, on le faisait petit, on le mettait dans la poche, on partait au champ avec.
Quand nous arrivons à la hauteur de Pouilly, nous nous trouvons à égale distance de la source et de l'embouchure de la Loire, exactement à mi-parcours de notre voyage le long du fleuve. Le vignoble de Pouilly s'étend sur la rive droite de la Loire. Sur la rive gauche, à l'est de Bourges, c'est le vignoble de Sancerre. Les deux sont réputés pour leurs vins, des vins subtils, principalement des vins blancs. Voici Sancerre dressé sur son piton au-dessus de la Loire. Jean-Dominique Vacheron est viticulteur à Sancerre. Ses vignes sont entièrement vendangées à la main et cultivées sans pesticides, selon les principes de la biodynamie. Ce qui fait la richesse des vins, c'est cette complexité de terroir qui va donner un goût différent au vin et qui va donner forcément un vin avec beaucoup de saveurs, avec beaucoup de minéralité. Et c'est vraiment la spécificité des vins de Pouilly, de Sancerre. La renaissance de la biodynamie a quand même commencé en Loire, donc il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent très très bien autour de la bio et de la biodynamie. Somme toute, il reste encore quelques farouches défenseurs d'une viticulture qui n'a plus lieu d'exister, qui utilise beaucoup de produits chimiques, beaucoup d'insecticides et de pesticides. C'est une viticulture qui est complètement dépassée. On peut se passer de tous ces produits-là sans problème. Maintenant, ça a été... Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement moderne, le bio et la biodynamie. Il faut être très précis, il faut faire des comptages régulièrement et c'est vraiment avoir des sols vivants, une vigne qui s'exprime bien avec un joli feuillage. On a des raisins de qualité qui ont beaucoup de goût et avec ça on arrive à faire des très bons vins. Suivons maintenant Jean-Dominique Vacheron dans sa cave pour une dégustation. Il nous propose un Sancerre blanc, vin fruité léger qui se reconnaît à ses arômes de fleurs et d'agrumes. Un vin exclusivement issu du cépage Sauvignon. Le Sauvignon, c'est un cépage très racé, qui est très très ouvert, qui appelle à la convivialité. Et on constate que les gens du Sancerrois sont des gens qui ont beaucoup de convivialité, qui aiment bien aller vers les autres et qui aiment bien faire des rencontres. Après cette halte joyeuse à Sancerre, retour vers le fleuve. Cette fois, nous traverserons la Loire en empruntant, comme les bateaux, le pont-canal de Briare. Il a été construit en 1890 par l'entreprise Eiffel, celle de la fameuse Tour Eiffel. Destiné à permettre aux bateaux de franchir aisément le fleuve, cet ouvrage d'art, qui mesure 663 mètres, fut jusqu'en 2003 le plus long du monde. C'est l'un des sites les plus prestigieux du patrimoine fluvial français, mais aussi le plus élégant, avec ses 72 lampadaires de style fin 19e. En 1900, près de 10 000 bateaux de commerce faisaient transiter leurs marchandises par le pont-canal chaque année. Au début des années 80, il n'était plus que 800. Aujourd'hui, c'est la navigation de plaisance qui a pris le relais. De l'autre côté du pont des 12 Arches, surplombant la ville de Gien, voici le magnifique château construit pour Anne de Beaujeu, fille aînée du roi Louis XI au début du XVIe siècle. Ce grand château royal est l'un des premiers construits sur les bords de Loire. Tout en briques et pierres, il préfigure la Renaissance. Il abrite à présent le Musée international de la chasse. Les plaques de rue en faïence nous rappellent, s'il le fallait, que Gien est aussi réputé pour la prestigieuse faïencerie qui a contribué à sa renommée. Fondée par un Anglais en 1821, la faïencerie de Gien s'est spécialisée dans les services de table et les pièces décoratives. Ces décors s'inspirent des faïences d'Europe et d'Orient, des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Les pièces sont décorées à la main selon des procédés traditionnels, comme nous l'explique Émilie Fernandez, peintre sur faïence. C'est une entreprise qui a une grande renommée et c'est une certaine fierté de travailler dans une entreprise comme celle-ci. Oui. C'est une des rares entreprises
dans laquelle on peut exercer encore la peinture à la main. Donc, on a chacun une manière de peindre différente. Comme on reconnaît son écriture, on peut reconnaître sa manière de peindre. Sur une pièce comme celle-ci, je vais passer à peu près une vingtaine d'heures à peindre, une vingtaine d'heures de peinture. Le château de la Bussière est un exemple tout à fait remarquable de l'architecture en briques du XVIIIe siècle. Entouré d'un étang de 6 hectares, c'est une demeure privée somptueuse. Mais à en croire sa propriétaire, la comtesse Geneviève de Chasseval, la vie de château n'est pas exactement telle qu'on l'imagine. Bien sûr que je suis châtelaine, mais j'ai une grosse maison, bien sûr. Mais voilà, c'est un patrimoine et c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est quand même difficile par les temps actuels d'avoir un château. C'est grand, c'est énorme. On fait 100 fois plus de ménage qu'on fait dans une petite maison. J'aimerais bien vivre dans une petite maison du village. J'aurais moins à faire, mais je ne sais pas ce que je ferais d'ailleurs. Je ne suis pas habituée. J'aime bien mes espaces, j'aime bien voir par les fenêtres. Quand je suis dans mon jardin, je ne pense plus à rien, plus à mes difficultés, je ne pense plus... on vide son cerveau. Le jardin est son œuvre, indéniablement. Geneviève de Chasseval met tout son talent pour entretenir et faire vivre ce magnifique potager du XVIIIe siècle. Elle y organise des concerts, des visites, des cours de jardinage. Dans ces carrés bien ordonnés, elle cultive des collections de fruits, de légumes et surtout des plantes médicinales. Et là, ce sont des plantes calmantes. La marjolaine, le lotier, qui est un très bon fourrage pour les vaches. Les bouillons blancs soignent les poumons, là-bas. Et de l'autre côté, là-bas, c'est pour soigner la peau et les tissus. On peut soigner une personne humaine de la tête aux pieds avec tout ce que nous avons. Même les plus grands rentieristes de France. L'abbaye de Fleury à Saint-Benoît-sur-Loire a été fondée au 7e siècle. On y accède par une admirable tour-porche ornée de 54 chapiteaux relatant des scènes de la Bible. La basilique, seul bâtiment restant, est l'un des chefs-d'œuvre de l'art roman en France. Tout en pierre blanche, la haute nef est baignée de lumière. Dans le chœur se trouve le tombeau du roi de France Philippe Ier, porté par 4 lions. On ne manquera pas de descendre dans la crypte, car c'est dans son pilier central que sont conservées les reliques de Saint Benoît, vénérées depuis le 8e siècle. Sur les bords de Loire, dans le méandre de Guilly, le fleuve prend ses aises. L'élevage a longtemps été une activité traditionnelle de cette région, puis les troupeaux ont disparu, abandonnant les rives du fleuve aux broussailles. Aujourd'hui, les moutons sont de retour, car on s'est aperçu qu'on a besoin d'eux pour préserver la biodiversité. Michel Crèche, le berger, explique son rôle. Je garde les moutons sur les territoires qui sont en bord de Loire, qui étaient jusqu'aux années 1850 entretenus par l'élevage, plus ou moins par l'élevage et pas une présence agricole plus importante. Et depuis 1950, ça s'est embroussaillé. Et ma présence ici, c'est pour essayer de reconquérir ces territoires pour que ça ne se végétalise pas avec des espèces ligneuses, des arbres et compagnie. Pousse à droite. Oui, 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 oui. Les brebis de Michel sont des solognotes, capables de s'adapter à tous les terrains.
Élégante ville des bords de Loire, Orléans est d'abord fidèle à Jeanne d'Arc, son héroïne. Depuis plus de 500 ans, elle lui rend hommage chaque année avec de grandes fêtes qui se déroulent au mois de mai. Car c'est en mai 1429 que la Pucelle a chassé les Anglais et libéré Orléans. À présent, elle est partout, dans les magasins, dans les rues. Impossible d'oublier son exploit. Dans la belle lumière du Val-de-Loire, c'est un plaisir de flâner à Orléans. C'est une ville où il fait vraiment bon vivre. Ici, nous sommes dans l'antre du dernier maître vinaigrier. Chez Martin Pourret, on fabrique le vinaigre à l'ancienne, selon le procédé d'Orléans. Jean-François Martin, le patron, explique comment s'est développée cette tradition. Les vins qui étaient acheminés sur Paris par bateau, les vins qui avaient piqué en cours de route étaient laissés à Orléans. Et donc, les artisans locaux ont développé cette industrie vinaigrière à cette époque-là. Le vin est transformé en vinaigre naturellement par une bactérie qui se développe à la surface du liquide. Donc, c'est la particularité du procédé d'Orléans, c'est une fermentation de surface. Puisque les tonneaux ne sont jamais vidés complètement, on a du vinaigre qui peut avoir 20, 30 ou 40 ans à l'intérieur de ces tonneaux. Le vinaigre est un des ingrédients favoris dans la cuisine d'Alain Gérard, qui dirige le restaurant chez Eugène, une des bonnes tables d'Orléans. Pour nous, il prépare aujourd'hui des mouillettes de turion aux noisettes. Ce sont des têtes d'asperges tendres panées à la moutarde et aux noisettes concassées. Elles sont servies en éventail autour d'un jaune d'œuf mollet. Quant au vinaigre d'Orléans, on le retrouve dans la mousse qui vient couronner la préparation. Alors je vais mettre l'écume de la crème, du lait et du vinaigre dans l'œuf et un petit peu entre les pointes d'asperges et la panure. Voilà. C'est sur cette note pleine de saveurs exquises que nous quittons Orléans. De retour au bord de la Loire, il nous reste maintenant à poursuivre notre voyage au fil de l'eau jusqu'à la prochaine étape. Demain, nous conclurons notre périple au fil de la Loire. Des châteaux fabuleux jusqu'à l'estuaire, sous le pont de Saint-Nazaire. La Loire est un fleuve changeant. Elle sait être sauvage, mais se laisse aussi apprivoiser. À ce stade de notre voyage, la métamorphose est spectaculaire. La Loire traverse des paysages d'une grande douceur, avant d'entrer en majesté dans l'histoire des rois de France et de leurs plus fabuleux châteaux. Caché au cœur d'un domaine de 5400 hectares, Chambord est le château par excellence. 440 pièces, 262 cheminées, 365 fenêtres et 73 escaliers. Le domaine de Chambord marque l'entrée de cet ensemble unique au monde que constituent les châteaux de la Loire, construits pour la plupart à la Renaissance française. Éric Janot travaille à Chambord depuis une vingtaine d'années. Il y a exercé différents métiers, y compris celui de guide. Aujourd'hui, il est à la recherche de marques gravées dans les pierres du château pour en faire l'inventaire. Il a trouvé un peu partout ces marques représentant des bateaux de la Loire. Il y a plein de marques gravées à Chambord. Le plus souvent, ce sont des noms accompagnés de dates, qui sont les noms des gens qui ont dû passer là à diverses époques. Ça commence dès le XVIe siècle. Pour les bateaux, ils ne sont pas souvent datés, donc c'est difficile de savoir à quelle époque ils ont été faits, mais ils sont très certainement liés à cette époque où il y avait la marine de Loire encore en activité, donc probablement jusqu'au XIXe siècle.
Je me demande pourquoi on est venu graver ça jusqu'ici, mais bon, je présume que voilà, ce sont des personnes qui visitaient peut-être frauduleusement le château et qui ont voulu laisser leur marque comme ça. On a ce rare privilège avec Éric de pouvoir déchiffrer le château autrement. Ce 8 de mai 1711, mademoiselle de l'Arthur et de Monty sont montés ici pour faire leur prière. Et le 9 de juin 1714, les mêmes sont venus dans cette tour. Alors ça, c'est le cas typique d'un graffiti de gens, des kidam, de voyageurs qui sont passés par ici, à une époque où, effectivement, 1711, 1714, c'est pas une époque où le château est très occupé, et qui en ont profité pour marquer leur passage d'un graffiti, comme tant d'autres. À mi-chemin entre Orléans et Tours, Blois se trouve sur la rive droite du fleuve. Vincent y est passeur de Loire. Durant la belle saison, il emmène des visiteurs sur son embarcation traditionnelle à fond plat, comme en utilisaient jadis les bateliers. De l'Antiquité au XIXe siècle, la Loire a été un axe commercial de première importance. C'était le domaine réservé des mariniers, qui, chaque jour, transportaient des milliers de tonnes de marchandises sur des bateaux comme celui de Vincent. L'entrée dans Blois par la grande porte du fleuve nous mène sur l'esplanade du château, nez à nez avec d'intrigants dragons. Cette façade est celle de la maison de la magie. Elle a été conçue en hommage à Robert Houdin, illustre magicien du XIXe siècle, génial inventeur d'automates né à Blois. À l'intérieur de la maison, c'est tout un monde d'illusions qui attend petits et grands. C'est avec cet attelage que nous partons maintenant à la découverte du château de Blois. Et pour commencer ce spectacle dans la cour du château, deux bretteurs s'y affrontent dans un combat d'escrime à l'ancienne. Le château de Blois offre un stupéfiant panorama de l'architecture française. Chacune des 4 ailes du palais est construite dans un style différent. Renaissance pour l'aile François Ier et son escalier à vis. Gothique pour l'aile Louis XII et la salle des États. Pendant plus de 4 siècles, reines et rois se sont succédés dans la résidence royale de Blois, laissant chacun son empreinte. Cadre de fêtes et de banquets splendides, le château fut aussi celui d'un crime qui signe la fin des guerres de religion en France. En 1588, le duc de Guise, chef du parti catholique, y est assassiné sur l'ordre du roi Henri III. Le château de Chaumont tire une partie de son charme du site même où il se trouve. En surplomb d'un village au cœur d'un parc planté de cèdres centenaires, il est l'un de ceux qui font directement face à la Loire. Majestueuse au pied des châteaux, la Loire exalte la beauté de la nature quand elle traverse la campagne verdoyante. Construit à la fin du XVe siècle par la famille d'Amboise, le château de Chaumont-sur-Loire est encore d'inspiration féodale, avec son chemin de ronde, ses mâchicoulis et son pont-levis. Construction harmonieuse et raffinée, il n'en constitue pas moins un maillon de transition entre la forteresse médiévale et le palais Renaissance. Le parc de Chaumont accueille depuis 1992 le Festival international des jardins. Chaque année, des paysagistes du monde entier sont invités à imaginer des jardins autour d'un thème. En 15 ans, près de 400 jardins éphémères ont ainsi été créés. Inventifs, joyeux, ces jardins prototypes sont pleins de surprises. Ils sont source d'inspiration pour les milliers de visiteurs que le festival accueille tous les ans entre avril et octobre. Le festival est la manifestation phare du Conservatoire international des parcs et jardins et du paysage de Chaumont. Celle qui a fait la réputation de cette institution originale,
dédiée tout entière à la recherche, à l'apprentissage et à la création paysagère. Chaumont est aussi un centre de formation et un bureau d'études spécialisé dans l'aménagement paysager. Et normalement, dès qu'on va passer le petit relief, on devrait être à l'abri du vent. Non, vous ne rêvez pas. Nous sommes bien en train de quitter le château de Chaumont par les airs, à bord de la montgolfière que pilote Stanislas. Ah, c'est toujours sympa, la Loire est un lieu magique, avec, là c'est le cas, le château juste en face de nous. On parle de survol des châteaux, c'est toujours un peu délicat puisqu'on décolle d'un château. Et si le vent est dans le bon sens, les châteaux sont essentiellement le long de la Loire. Donc si le vent est dans le bon sens, on peut faire plusieurs châteaux. Mais aujourd'hui ce ne sera pas le cas, donc vous voyez on a manœuvré un petit peu pour freiner sur la Loire. Vous avez pris vos photos. Et maintenant on va repartir. Situé sur les hauteurs de la ville, le château d'Amboise est une ancienne forteresse médiévale, transformée au tournant des 15e et 16e siècles en une somptueuse résidence royale. Par Charles VIII d'abord, qui en 5 ans a métamorphosé le vieux château en palais à l'italienne. Par François Ier ensuite, qui dans sa jeunesse y a donné des fêtes mémorables. Nous avons décidé de revivre ce château avec des personnages. Pourquoi? Parce que c'est un lieu qui est quand même magique et donc ça permet de faire venir pas mal de visiteurs sur Amboise pour revoir, parce que voir des murs simplement nus, c'est pas tellement intéressant, surtout pour les enfants. Donc avec les personnages, ils comprennent mieux un peu l'histoire de France. Jean-Claude Patchic est président de l'association Renaissance d'Amboise. Et s'il porte une barbe si bien taillée, c'est qu'il incarne aussi François Ier. Comme les 550 bénévoles de son association, il aime faire revivre l'histoire sur le mode du jeu. On le voit ici en compagnie de Léonard de Vinci, célèbre hôte d'Amboise. En 1516, François Ier nomme Léonard de Vinci premier peintre, ingénieur et architecte du roi. Il lui achète plusieurs tableaux, dont la Joconde, et il l'installe au manoir du Clos Lucé, à quelques pas du château. Après des années d'itinérance, Léonard pose enfin ses valises ici, à Amboise, avant d'y mourir. La Loire n'est pas seulement ce fleuve royal élu par les princes de la Renaissance. Elle est aussi ce fleuve sauvage qui façonne la nature au fil des saisons. Entre ses rives mouvantes, son cours capricieux irrigue de vastes zones naturelles parfois protégées. C'est cette variété des paysages, association de nature et de patrimoine, qu'a distingué l'UNESCO en inscrivant tout le Val-de-Loire au patrimoine mondial de l'humanité. Nous sommes à présent sur les coteaux de Montlouis au cœur de la Touraine. François Chiden défeuille la vigne. Dans sa famille, on est viticulteur de père en fils. On travaille essentiellement un cépage qui s'appelle le chenin. C'est un cépage qui est commun aux deux appellations Montlouis et Vouvray, qui sont les deux appellations qui se regardent avec la Loire au milieu. La Loire a la particularité, c'est de créer un microclimat au niveau de ces deux coteaux. Tout est influencé par la Loire, par le climat qu'elle va créer, donc elle reste dominante dans notre quotidien. On fait des vins très divers. On peut partir des vins pétillants, donc des vins à bulles, et puis après faire des vins secs, demi-secs, voire moelleux ou liquoreux, suivant les millésimes, suivant le facteur climatique. François Ier encore lui, fit construire le château de la Bourdaissière pour sa maîtresse. Ce fut ensuite la demeure préférée de Gabrielle d'Estrées, la favorite du roi Henri IV. Aujourd'hui, on peut passer la nuit dans la chambre de la belle Gabrielle. Des rois et leurs cours, la région a conservé le goût du raffinement et un certain art de vivre. Il faut absolument faire un tour au potager du château. Il a cette particularité d'être un conservatoire des tomates issues du monde entier. Elle prospère sur les plates-bandes de Nicolas Toutain, le chef jardinier. La vallée de la Loire est ce qu'on appelle le jardin de la France. Donc c'est pas pour rien qu'il y a vraiment un climat très intéressant, de la douceur et de l'humidité qui permettent aux légumes de vraiment pousser dans des conditions tout à fait favorables.
cette année, j'ai 550 variétés de tomates. Alors le but de ce potager est avant tout pédagogique, car il permet de montrer aux yeux du public les différentes variétés qui peuvent exister partout dans le monde, et donc l'importance de préserver toutes ces variétés. On l'aura compris, ce potager aux tomates du monde est aussi un plaidoyer pour la biodiversité. De l'autre côté du pont Wilson, construit au XVIIIe siècle, voici Tours, capitale de la Touraine. Ancienne ville royale, Tours se découvre le mieux à pied. Il fait bon flâner dans ces quartiers anciens autour de la cathédrale. Au gré des rues piétonnes, on poussera jusqu'à la place Plumereau, bordée de belles maisons du XVe siècle. À la sortie de Tours, on fait une halte chez Yves et Christine Hérin. Ils sont établis à Rivarennes où ils produisent des poires tapées. Depuis des siècles, la principale gloire de Rivarennes, une toute petite commune d'à peine 800 habitants, est précisément cette étrange spécialité, la poire tapée. Alors c'est quoi la poire tapée? Ceux qui ne sont pas du terroir peuvent légitimement se poser la question. La réponse se trouve là dans les gestes d'Yves et Christine, qui préparent la poire tapée avec des machines modernes certes, mais à l'ancienne. Cela ne change rien au principe de fabrication, artisanal. La poire tapée est obtenue à l'issue d'un long et minutieux processus de déshydratation qui va assurer sa conservation. Dans des fours chauffés au bois, les poires épluchées vont être déposées sur de grandes claies. Elles y resteront pendant plusieurs jours. Quand on les retire du four, on les aplatit à l'aide de cet instrument, une platissoire, qui chasse l'air résiduel. Ainsi tapée, la poire peut se conserver pendant des mois, ce qui explique son succès dans la région depuis des siècles. C'est vrai que dans la vallée de la Loire, particulièrement sur Rivarennes, c'est une production qui était très importante puisqu'elle représentait à peu près 1/4 à 1/5 du revenu communal. Et c'était dû justement parce qu'on a un terrain argilo-calcaire, donc propice à la culture fruitière. Et comme la Loire est vraiment juste à côté, elle est à peu près à 800 mètres, 1 kilomètre à vol d'oiseau, chaque maison donc faisait de la poire tapée, et c'était les courtiers qui passaient de maison en maison, achetaient cette poire tapée au cul du four, parce que c'était vraiment l'expression, et là, ils mettaient les gabarres à l'eau. Le transport des poires tapées, comme celui des fruits et légumes de la région, était principalement assuré jadis par les bateliers de la Loire. Le château-hôtel du domaine de la Tortinière est un autre château de la Loire. Un château gourmand où David Chartier, le chef cuisinier, honore les produits du terroir. Plat du jour, géline de Touraine aux poires tapées, un plat aux saveurs sucrées-salées. Les poires sont trempées dans un chinon rouge parfumé aux épices et portées à ébullition. La géline de Touraine que part David Chartier est une volaille locale à la chair très fine, qui a pourtant failli disparaître des basses-cours. Sauvée in extremis par les producteurs, la géline est aujourd'hui protégée par un label. Tout au long de la cuisson de la géline, David Chartier l'a régulièrement arrosée avec la marinade des poires qui lui donne cette belle couleur. À la géline et aux poires tapées marinées, le chef ajoute des patates douces en garniture. Cette recette tourangelle est à déguster avec un vin blanc, un Vouvray ou un Montlouis. Vilaine-les-Rochers est un petit village situé dans un vallon aux terres humides où courent plusieurs ruisseaux. Ici, depuis le haut Moyen-Âge, l'activité des habitants s'est tournée presque exclusivement vers le travail de l'osier, la vannerie. Corentin Bizière, lui, est osiericulteur et vannier, autrement dit, il cultive l'osier et le transforme en panier. L'osier du Val-de-Loire a toujours été très réputé pour sa qualité, parce qu'il y a toujours eu des crues au niveau de la Loire, au niveau de ses affluents aussi, de l'Indre et tout ça,
qui permet d'amener dans le terrain des minéraux pour l'osier. L'osier est une culture pérenne qui pousse tous les ans et que l'on coupe tous les ans. Donc là, ce osier, là, cette année, c'est une bonne année. Donc là, on va avoir de l'osier qui va atteindre, dans les plus grands, 3 mètres. Et autrement, on récolte l'osier de 0,80 m à 3 mètres. Dans le village, de nombreuses caves et habitations troglodytes sont creusées dans la roche tendre du tuffeau. L'hydrométrie et la température constante font merveille pour stocker les tiges d'osier destinées à la vannerie. C'est une coopérative qui gère cette activité artisanale depuis 1848. À l'origine, on y produisait des vents, ces paniers plats que les paysans utilisaient pour la moisson, puis on est passé à la production de paniers pour la boulangerie et pour la boucherie. Une production qui se poursuit de nos jours encore. Donc là, on a un panier à défourner le pain. En fait, c'est un panier qui sert pour les boulangers. Quand ils sortent le pain du four, ils mettent les baguettes debout dedans, comme ça. Et donc, c'est un panier utilitaire. C'est pour ça qu'il est renforcé avec du rotin. Un cerclage en rotin pour protéger l'osier. C'est une matière qui est quand même assez noble, puisque c'est assez vivant. On est toujours en train de plus ou moins se battre avec l'osier pour le mettre en place. C'est un des métiers les plus ancestrales en fait, qui existent, depuis longtemps on cherchait à faire des contenants. Donc la vannerie, c'est le tressage des végétaux, donc on a tout de suite commencé à faire des paniers ou d'autres choses. Superbe témoignage de l'esprit de la Renaissance, les jardins du château de Villandry ont été reconstitués au début du XXe siècle par le docteur Carvalho qui a acquis le domaine à cette époque. L'élégante architecture du château préfigure le style classique français. Mais le domaine est réputé surtout pour son ensemble de somptueux jardins. Entre le château et le village s'étend le jardin potager composé de carrés de même taille. Ils sont essentiellement plantés de légumes et de plantes aromatiques aux multiples couleurs. Ce potager décoratif était avant tout fonctionnel, comme le rappelle Patrick Chaudois, le jardinier en chef. La spécificité de Villandry, c'est surtout son potager, qui, à l'époque des rois, était vraiment le jardin privilégié, puisqu'en fait, ça servait à se nourrir. On y trouvait aussi les condimentaires, les plantes aromatiques et les plantes médicinales. Bien sûr, la médecine était basée sur les plantes médicinales, puisqu'à l'époque, ça servait surtout à se soigner, hein, c'était le plus important. Et le jardin d'ornement était un petit peu, je dirais, secondaire. Après ça a évolué, après la Renaissance ça a évolué, et là on est vraiment dans le jardin potager à la française. Donc jardin à la française veut dire tout ce qui est ligne droite, forme géométrique, et ici la forme géométrique que l'on retrouve le plus souvent c'est la croix, c'est le thème monacal. Le parc de Villandry se compose de magnifiques jardins étagés en terrasse, dont un jardin d'eau et 2 jardins d'ornement. Villandry est le dernier des grands châteaux bâtis sur les bords de la Loire au XVIe siècle. C'est aussi la fin de cette étape dans le Val-de-Loire, dit jardin de la France, contrée qu'ont magnifié les rois et chanté les poètes. Après la traversée majestueuse des châteaux, le cours de la Loire nous offre un détour nature, histoire de nous rappeler que le fleuve royal est aussi le dernier grand fleuve sauvage d'Europe. Ici, nous sommes au cœur de la Loire sauvage, à la sortie de la Touraine. Boris Jolivet est notre guide, on ne peut pas rêver mieux. Boris est un preneur de son naturaliste. Son travail pour le cinéma, les musées, la radio a été couronné de plusieurs prix. Il prépare une exposition sonore sur la Loire. Passionné de la faune et de la flore ligérienne, il passe des heures seul au milieu de la nature, littéralement à l'écoute du fleuve.
Alors ici, c'est un endroit très intéressant, notamment parce que le milieu est très sauvage. Hein. On a des îles qui sont très peu convoitées par l'homme et du coup, on a les forêts alluviales qui sont quasiment sauvages. Et à partir du moment où on est sur la Loire, on est dans un milieu sauvage. Et c'est vrai qu'on croise peu de gens, à part les pêcheurs, ceux qui pratiquent la Loire, mais il y en a finalement moins qu'avant. Et on est tranquille. Alors la technique, c'est vraiment varié en fonction de ce que je vais enregistrer, mais en général, je vais descendre en canoë souvent, et puis je vais écouter vraiment l'oreille à l'oreille, comme ça, je me balade avec mes oreilles quelque part. Et puis là, si j'entends une ambiance, ou comme ici, là, un petit bruit d'eau, une tourterelle des bois qui m'intéresse, je vais faire des ambiances. Et puis de temps en temps, je vais vraiment chercher une espèce particulière, comme le castor ou le martin pêcheur, qui demande un peu plus d'observation, d'affût et de préparation. Et puis là, c'est donc se cacher, placer ses micros à l'avance, toujours en respectant aussi l'animal, puisque de toute façon, si on le dérange, on ne peut rien obtenir d'intéressant. Dans les pas de Boris, entrons discrètement nous aussi dans le monde des animaux. Insectes, poissons, oiseaux, rongeurs, de nombreuses espèces cohabitent sur les bords de la Loire. Comme ce balbuzard pêcheur, un aigle qui se nourrit de poissons. Quant aux castors, réintroduits dans les années 70, ils ont colonisé tout le fleuve. On les voit surtout au coucher du soleil, quand ils vont chercher les branches pour se nourrir. Nous arrivons à présent au confluent de la Vienne et de la Loire, à Camp de Saint-Martin. C'est l'un des plus beaux villages de France. L'un des plus harmonieux aussi, avec ses maisons en tuffeau blanc, la fameuse pierre du Val-de-Loire. C'est ici que fut enterré Saint Martin en novembre 397. On dit que malgré l'automne, les arbres ont refleuri au passage de son corps. De là vient l'expression « l'été de la Saint-Martin ». La collégiale Saint-Martin domine le village et le fleuve. Sur le mur d'une maison, une plaque témoigne de l'activité de la marine de Loire jadis. C'est un panneau de signalisation qui indiquait aux bateliers les distances entre Cande et les autres villes sur le fleuve. Pour avoir une idée plus précise de ce que furent les bateaux de la Loire, il faut se rendre chez Max Pagné, l'un des derniers charpentiers de marine fluviale. Il construit des Thous, Futreaux, Gabarres, tous ces bateaux traditionnels qui naviguaient par centaines sur la Loire jusqu'au XIXe siècle. Dans une ancienne grange transformée en atelier, il perpétue les gestes d'autrefois et sauve de l'oubli ces robustes embarcations en chêne qui firent les grandes heures du commerce sur la Loire. Le château de Saumur n'a pratiquement pas changé depuis sa reconstruction par les ducs d'Anjou au XIVe siècle. Cette impressionnante forteresse, comme juchée sur un piédestal, offre un panorama exceptionnel sur le fleuve. Aujourd'hui, le château abrite 3 musées, dont le musée du cheval et celui de l'école de cavalerie. Le cheval, en effet, a profondément marqué l'histoire de Saumur et continue de la façonner. Voici le carrousel, qui, dans la tradition des grands spectacles équestres, retrace chaque année l'histoire de la cavalerie de Saumur. Patrick Pralon monte à cheval depuis 30 ans. Depuis 10 ans, il est écuyer du Cadre Noir, seule école dépositaire de la tradition équestre française. Il se prépare pour une présentation aux longues rênes. Saumur, pour, je dirais, l'ensemble des cavaliers et enseignants français, c'est la culture équestre, c'est le savoir, c'est la tradition et c'est l'emblème et c'est le cadre noir. Le cadre noir qui a toujours été synonyme de précision, de travail, de talent et d'une équitation prestigieuse à la française. Surnommée la perle d'Anjou, Saumur s'inscrit dans un écrin de lumière dorée et de verdure. Le vert est dans la campagne toute proche, celui du vignoble angevin, dont le feuillage répond si bien au blanc laiteux du calcaire. C'est la pierre du pays, de ses coteaux, des maisons troglodytes, des caves immenses. Les caves sont creusées à même la roche, comme celle du domaine Bouvella-du-Bay, dont Patrice Montmousseau est le patron.
il y est aussi l'assembleur, celui qui fait le vin, comme tous l'ont fait dans sa famille depuis 4 générations. Vous êtes dans des caves qui ont 12 siècles, c'est pratiquement les premières caves de Saumur, mais ça a une importance majeure puisque toutes ces caves sont bien sûr la représentation de la pierre et de l'excavation de la pierre qui a servi au château, c'est la racine des châteaux, mais c'est aussi les racines de la vigne, car si le vin a un goût si particulier dans cette zone grâce à son climat, mais grâce à son sous-sol, eh bien c'est grâce à cette pierre particulière, le tuffeau, qui est du calcaire, et qui donne ce style particulier au vin de Saumur, puisque les racines des vignes se plongent dans le tuffeau, où elles se nourrissent de l'humidité du tuffeau, et des composants du tuffeau, ce qui permet de passer des étés qui sont quelquefois un peu chauds, et donc la vigne ne souffre pas, puisqu'elle est sur un terrain qui lui donne sans arrêt de l'humidité. Ce tuffeau a une importance particulière, surtout pour les vins à bulles, sur les brutes de Loire, parce que ça donne une finesse et une délicatesse que ne donnent pas des terrains trop lourds, parce qu'on est sur un terrain qui est légèrement appauvri, mais toujours légèrement humide. Les vins d'Anjou et de Saumur furent longtemps les favoris des rois de France. Jacques Rouleau se plaît à dire qu'il est un jardinier de la nuit. Champignonniste depuis 35 ans, il arpentait déjà ses galeries enfant avec son père. Il fait volontiers visiter sa champignonnière au fond d'une carrière du XVIe siècle, près de Puy-Notre-Dame dans le Saumurois. C'est en vrai technicien qu'il parle de ses cultures. La base quand même de la culture du champignon de ce petit rosé du pré, c'est quand même le fumier de cheval. 75% de fumier de cheval, 25% de paille de blé, de l'eau. C'est 3 éléments indissociables, mélangés pendant 3 semaines pour en faire un substrat assimilable aux champignons, tout à l'extérieur dans ce qu'on appelle des centrales de compostage. Dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, les Grecs utilisaient le fumier de cheval mélangé à de la cendre comme substrat des champignons. En Anjou, on recouvre ce fumier d'une couche supplémentaire faite de calcaire broyé et largement humidifié. Les champignons détestent les courants d'air. Ils n'ont pas besoin de lumière, mais d'une température constante, ce qui fait de ces vastes galeries un lieu idéal pour leur culture. À une vingtaine de kilomètres d'Angers, nous allons pousser les portes du château de Brissac. 7 étages, 204 pièces. C'est le plus haut de tous les châteaux royaux. On l'appelle le géant du Val-de-Loire. Il est habité par les Brissac depuis 1502. C'est le château de famille par excellence, que son propriétaire actuel met de bonne grâce à la disposition du public. Dépositaire de l'histoire de la dynastie, le marquis de Brissac se considère avant tout comme un ambassadeur. Nous sommes dans une des pièces importantes du château puisqu'il s'agit de la galerie des portraits. Et dans cette galerie de portraits sont rassemblés des portraits d'ancêtres. Des portraits d'ancêtres du XVIe siècle avec un personnage important, le maréchal de Brissac qui a été vice-roi du Piémont en Italie au nom du roi Henri II et qui est un personnage sympathique et qui est le grand militaire de la famille. Mais il y a d'autres personnages. Ici, mon arrière-grand-mère avec sur ses genoux la sœur de mon grand-père. Donc c'est un album photo, si je puis dire, à l'échelle 1 et grandeur nature, et qui retrace l'évolution de cette famille à Brissac depuis donc 500 ans. Un grand monument comme celui-ci et tous les grands monuments qui décorent les paysages de France, d'Allemagne, d'Angleterre, doivent être aimés, doivent être appréciés par le public. Le public doit considérer que c'est à eux. Et ils doivent se l'approprier. Donc il faut vraiment accueillir les gens comme s'ils arrivaient chez eux. Ils doivent se sentir chez eux. Parce qu'encore une fois, moi j'en suis le propriétaire, mais je suis beaucoup plus le responsable, le conservateur du patrimoine que le propriétaire au sens notarié du terme. On joue un rôle d'ambassadeur. C'est un devoir et c'est un honneur que de pouvoir dire venez chez moi et sentez-vous chez vous.
Chez Jojo, c'est l'une des dernières guinguettes du bord de Loire. Profitons-en. Des endroits comme celui-ci, il n'en existe plus beaucoup. Belle vue sur le fleuve, accordéon à l'ancienne, cuisine du terroir, ambiance chaleureuse. C'est exactement ce qu'a voulu Olivier Ducrot, qui, après avoir bourlingué à travers le monde, est revenu au pays pour y créer ce haut lieu de convivialité. Je suis rentré dans la restauration, j'ai monté une ou deux affaires dans le coin et je suis parti vivre sur Paris. J'ai vécu au Maghreb aussi, toujours dans le cadre de la restauration. Et un jour, je suis revenu ici pour des affaires familiales. On m'a dit que l'affaire était en règlement judiciaire et que ce serait certainement à vendre suite à un dépôt de bilan. Et là, j'ai pas hésité une seconde, quoi. J'ai foncé parce que je chantais quelque chose de fabuleux à faire de ce lieu, quoi. Maintenant, on a mêlé la musique parce que je suis musicien et que j'adore la musique. Je trouve que c'est un parallèle avec la cuisine qui est extraordinaire. Donc on a privilégié le restaurant et les produits du terroir, faire découvrir en même temps par cette étape qu'il y a des choses formidables à manger et qui sont en harmonie avec le fleuve. Je vois la guinguette qui est, je dirais, pleine, qui chante, que tous les gens commencent à chanter, à accompagner, à entonner des refrains avec l'accordéoniste. Bah, le côté mercantile, il n'est pas là, quoi. Et on se dit, ouais, c'est ça qu'on voulait, quoi. On la voit de loin, cette austère forteresse qui est l'emblème d'Angers. Avec ses 17 tours massives de 50 mètres de haut, elle rappelle que la capitale de l'Anjou fut un temps la capitale d'un véritable royaume incluant l'Angleterre et la Sicile. Construit au XIIIe siècle par le roi Saint-Louis, le château d'Angers est un remarquable exemple d'architecture féodale. Angers est un peu à l'écart des caprices de la Loire. Ce qu'on voit du haut des remparts, c'est l'un de ses affluents, la Maine, une rivière particulière qui n'a pas de source. La Maine est aussi la rivière la plus courte de France, 12 km, qui se jette dans le fleuve le plus long, la Loire. Au petit matin, Hervé Couet quitte sa maison flottante. Depuis quelques années, il a choisi de vivre sur le fleuve. Il a jeté l'ancre en face du village de Montjean-sur-Loire. À cet endroit, le fleuve est navigable. En partie grâce à lui, Hervé est baliseur. Cette partie de Loire, là, c'est la partie de Loire dite navigable, et donc qui est balisée. Balisée, donc il faut bien des hommes pour baliser, et je fais partie de l'équipe d'une dizaine de gars là, qui balisent la Loire. Donc on pose des bouées vertes qui nous signalent la rive gauche et des bouées rouges qui nous signalent la rive droite. La Loire, c'est un fleuve changeant qui n'est pas maîtrisé par des barrages. Hein. Donc il faut suivre en permanence l'évolution des hauteurs d'eau pour pouvoir permettre aux bateaux de passer les bancs de sable. Le sable bouge beaucoup, donc nous, avec nos bateaux et nos sondeurs, on vérifie les passages, on vérifie les hauteurs d'eau et on pose des bouées en fonction des obstacles que sont les bancs de sable. Hervé Couet a toujours cherché à concilier son métier et sa passion, la batellerie à l'ancienne. Avant d'être baliseur, il était charpentier de marine. Fin connaisseur des bateaux traditionnels, il aime naviguer comme jadis, hisser la voile, l'affaler, tirer des bords. Sur la navigation d'antan, il est intarissable. Toute la ville était orientée vers la Loire. Hein. On voit des grandes installations qui maintenant, c'est vrai, paraissent un petit peu démesurées, mais il faut savoir qu'il y avait toujours au moins une vingtaine de bateaux en permanence sur Montjean qui venaient charger et décharger, et donc il fallait de la place pour les accueillir, mais pour les décharger aussi, et donc une activité humaine hein, de portefaix, de mariniers, de charpentiers qui vadrouillaient tout le temps dans le port. Hein.
Trêve de nostalgie, les temps changent. Aujourd'hui, quand on croise un bateau sur le chenal en aval de Montjean, c'est un bateau de plaisance où l'on embarque en famille pour une découverte de la Loire en musique. Serge Crampon est un peintre de Loire amoureux de son sujet. Il est avant tout un artiste et promeneur qui ramasse et transforme ce que la Loire lui offre. Le fleuve arrache, charrie, brasse et dépose toutes sortes de matériaux disparates qui sont pour lui une formidable source d'inspiration. Mon travail va consister à montrer ce que la Loire transporte et en fin de compte elle transporte son biotope, elle transporte ses forces vives, quoi. Moi, c'est ça qui m'intéresse de montrer. Le fleuve monte, descend suivant l'intensité des crues et reconstruit son paysage. Et cette notion du paysage commence à devenir très importante dans mon travail, c'est-à-dire que petit à petit, je vais commencer à me dégager de la figuration du fleuve pour commencer, par les éléments qu'il me met à disposition, de présenter son paysage. Ses environnements, ses plages vides, ses tumultes quand il s'agit des crues. En proposant cette lecture de ce très gros arbre, je montre également la force de la crue et la puissance de l'eau. Bienvenue à Nantes. Plus précisément, bienvenue à la brasserie La Cigale, au lieu des rendez-vous nantais. Avec son décor 1900, La Cigale s'inscrit dans l'esprit des grandes brasseries du début du XXe siècle. Elle est l'œuvre d'Émile Libaudière, un architecte céramiste nantais qui a soigné le décor. Classée monument historique, La Cigale est aussi une très bonne table. En cuisine, Gilles Renaud prépare pour nous un velouté de mâche au moule. La mâche est quand même un produit phare de la région nantaise. La région nantaise étant le premier producteur national de mâche. Et la mâche se plaît énormément sur les bords de Loire, dû au bord de Loire très sablonneux. Et donc c'est un produit qui pousse très bien sur cette région. Alors, velouté de mâche nantaise au moule. Je vous souhaite un excellent appétit, monsieur. Merci. 12 mètres de haut. 40 tonnes de bois et d'acier. L'éléphant sort de la grande nef des chantiers navals de l'île de Nantes, transformée en galerie des machines. À son bord, une trentaine de passagers ont pris place, qui passent près de la fameuse grue Titan, symbole de la grande époque des chantiers navals. Nantes est une ville inventive et joyeuse. Chaque été, les rendez-vous de l'Erdre sonnent le rassemblement de musiciens et d'une flottille de plaisance sur la rivière qui traverse la ville. Francis a fait un long voyage sur la Loire, à bord de son embarcation pour participer à cette rencontre. C'est toujours un plaisir de venir à Nantes. C'est une fête extraordinaire, on adore. C'est un voyage superbe aussi, 2 journées de voyage. Donc c'est assez exceptionnel. 2 jours de voyage, c'est beaucoup pour nous. D'habitude, on fait quelques heures, on descend à 30-40 km. Là, c'est 150-160 km. Et très très bonne ambiance, très bonne musique. Pendant 3 jours, les rendez-vous de l'Erdre réunissent cet incroyable mariage du jazz et de la belle plaisance. Tandis que la fête bat son plein, allons faire un tour dans cette ville pleine d'attrait qu'est Nantes. Direction les beaux quartiers et le château des Ducs de Bretagne. Après 15 ans de travaux, le château métamorphosé a rouvert ses portes début 2007. Il faut aller y visiter le tout nouveau et magnifique musée d'histoire de Nantes, qu'abrite ce château emblématique de l'histoire de la ville et de la Bretagne. Paimboeuf fut longtemps au cœur de l'estuaire, l'avant-port de Nantes. C'est à Paimboeuf qu'on réalise que la Loire devient océane. Il y a des signes qui ne trompent pas, le phare, les marées, les chalutiers et les plages.
Au loin, comme un ruban qui ondule, le pont de Saint-Nazaire célèbre l'ouverture du fleuve sur l'océan. Il est l'ultime adieu à la Loire qui achève ici son parcours de 1012 km. Il marque aussi la fin du voyage qui nous aura fait découvrir sur les rives de ce fleuve royal quelques-unes des plus belles régions de France. Dès lundi, un spectaculaire voyage dans le monde des couleurs. Pour commencer, nous ferons le point sur notre vision des couleurs.